Il existe une idée très simple, mais profondément inconfortable. L'idée que la plupart des gens vivent une vie plus petite que celle qu'ils auraient pu avoir. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'à un moment de leur vie, ils ont pris une décision. Et que cette décision les a enfermés dans une existence qui n'était pas la leur. L'histoire de Walter White commence exactement là. Quand on rencontre Walter pour la première fois, il n'a rien d'impressionnant. C'est un professeur de chimie dans un lycée banal d'Albuquerque. Ses élèves ne l'écoutent pas, ils regardent leur téléphone, il rit derrière son dos. Then decay, then transformation. It is fascinating, really. Pour eux, Walter White n'est pas un scientifique, c'est juste un professeur fatigué. Un professeur comme il en existe des milliers. Après les cours, Walter ne rentre même pas chez lui, il part travailler dans un lave-auto. Un deuxième emploi, un travail humiliant. Et parfois le destin aime être cruel. Parce qu'un jour, un de ses propres élèves arrive au lave-auto et Walter doit nettoyer les jantes de sa voiture. Make those tires shine, huh? Oh my God. You would not produce this cleaning transform. C'est une petite scène, presque anodine, mais elle résume toute la vie de Walter White. Un homme brillant, condamné à une vie qui ne correspond pas à ce qu'il est. En partie 1, le génie qui a disparu. Ce qui rend l'histoire de Walter si tragique, c'est qu'il n'a pas toujours été cet homme invisible. Dans sa jeunesse, Walter était promis à un avenir exceptionnel. Brillant, curieux, passionné par la chimie. Il ne voyait pas les réactions chimiques comme des formules, il les voyait comme un langage, un système élégant, une architecture invisible qui structure le monde. À cette époque, Walter travaille avec 2 autres scientifiques. Ensemble, ils fondent une petite entreprise, Grey Matter Technology. We came up with it by combining our names. Schwartz means black, black plus white makes gray. Hence Grey Matter Technologies. Personne ne peut encore imaginer que cette entreprise deviendra un jour une multinationale valant des milliards. Mais Walter quitte l'entreprise pour une somme dérisoire, quelques milliers de dollars. Pourquoi ? La série ne donne jamais toutes les réponses, mais certains éléments apparaissent clairement. Walter ne supportait pas l'idée d'être inférieur. Et lorsque sa relation avec Gretchen, l'une de ses partenaires, devient compliquée, Walter préfère partir, quitter la table, plutôt que risquer d'être humilié. How you and Elliot cut me out. What? That can't be how you see it. My hard work, my research, and you and Elliot make millions of it. C'est une décision impulsive, une décision d'orgueil. Et cette décision va définir toute sa vie. Parce que quelques années plus tard, Grey Matter deviendra un empire. En partie 2, le poids des regrets. I am an extremely overqualified high school chemistry teacher. When I can work, I make $43,700 per year. I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable. Imagine vivre toute ta vie avec cette idée. Tu aurais pu être milliardaire, tu aurais pu changer le monde, mais tu es parti. Walter vit avec cette réalité tous les jours. Chaque interview de ses anciens partenaires, chaque article dans les journaux, chaque succès de Grey Matter. Tout lui rappelle la même chose. Il aurait dû être là. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de fondamental sur Walter White. Walter ne supporte pas l'idée d'être ordinaire. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il sait qu'il est capable de beaucoup plus. Et pourtant, la vie qu'il mène est minuscule. En partie 3, la famille. À la maison, Walter n'est pas malheureux, mais il n'est pas heureux non plus. Sa relation avec Skyler White est stable, mais c'est une stabilité domestique, une routine. Skyler aime Walter, mais elle ne le voit plus comme un homme impressionnant. Elle le voit comme quelqu'un qu'elle doit protéger, quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Et inconsciemment, Walter ressent cette dynamique. Il se sent petit, même chez lui. Son fils, Walter White Jr., l'admire. Mais ce regard admiratif ne suffit pas à compenser une vie entière de frustration. Et puis il y a Hank. Hank Schrader est l'opposé de Walter. Là où Walter est silencieux, Hank est bruyant. Là où Walter est réfléchi, Hank est instinctif. Là où Walter est invisible, Hank remplit la pièce. Agent de la DEA, charismatique, respecté, chaque réunion de famille ressemble à une démonstration. Hank raconte ses histoires de drogue, ses arrestations, ses fusillades. Tout le monde rit, tout le monde l'écoute. Walter, lui, reste dans l'ombre. Et même si personne ne le dit, la comparaison est évidente. En partie 4, le diagnostic. Puis un jour, tout change. Walter s'évanouit dans le lave-auto. Quelques examens, quelques analyses, et le verdict tombe. Cancer du poumon, inopérable. L'espérance de vie est courte. Quelques mois, peut-être 2 ans.
avec traitement. You understood what I've just said to you. Yes. Lung cancer. Inoperable. Et quand Walter entend la nouvelle, il ne pleure pas, il reste silencieux, comme si une partie de lui s'y attendait déjà. Mais derrière ce silence, quelque chose se produit. Parce que pour la première fois depuis longtemps, Walter n'a plus rien à perdre. En partie 5, la première étincelle. C'est Hank qui, sans le vouloir, allume l'étincelle. Un soir, Walter accompagne Hank lors d'une opération de la DEA. Ils observent une maison où se fabrique de la méthamphétamine. Les agents interviennent, un suspect s'échappe par la fenêtre. Walter reconnaît immédiatement le visage, c'est un ancien élève, Jesse Pinkman. À ce moment précis, Walter fait un calcul simple. S'il connaît la chimie et si Jesse connaît le marché, alors ensemble, ils peuvent produire la meilleure méthamphétamine possible. En partie 6, le début du mensonge. Quand Walter propose l'idée à Jesse, celui-ci croit d'abord à une blague. You know the business. And I know the chemistry. You want to cook crystal meth? Un professeur de chimie, fabricant de meth, mais Walter est sérieux, très sérieux, et très vite, Jesse comprend quelque chose. Ce professeur qu'il croyait faible est en réalité terrifiant quand il prend une décision. En partie 7, la première cuisson. Ils achètent un vieux camping-car, ils s'enfoncent dans le désert du Nouveau-Mexique et Walter commence à travailler. La chimie reprend sa place. Les gestes sont précis, méthodiques, presque élégants. Quand les cristaux apparaissent, Jesse reste silencieux. Cette drogue est différente, bleue, parfaitement pure, d'une qualité que personne n'a jamais vue. Walter regarde le résultat et dans ses yeux apparaît quelque chose de nouveau. Pas de la peur, pas du regret, mais une immense satisfaction. Pour la première fois depuis longtemps, Walter White se sent à la hauteur de lui-même. En partie 8, le monde dans lequel il entre. Mais fabriquer de la drogue n'est que la première étape. La vendre est une autre histoire. Très vite, Walter et Jesse rencontrent des figures beaucoup plus dangereuses qu'eux. Des hommes comme Tuco Salamanca. Tuco est la violence incarnée, instable, explosif, imprévisible. Et pour la première fois, Walter comprend que l'intelligence seule ne suffira pas. Dans ce monde, il faut être capable d'inspirer la peur. En partie 9, la naissance de Heisenberg. Et c'est exactement ce que Walter va faire. Lors d'une confrontation avec Tuco, Walter arrive avec un sac de cristaux. Tuco pense que c'est de la drogue, mais Walter révèle la vérité. Is not meth. Ce n'est pas de la méthamphétamine, c'est un explosif. Fulminate de mercure. Walter jette un cristal au sol, l'explosion détruit une partie de la pièce, tout le monde est terrifié. Et pour la première fois, Walter White domine la situation. À partir de ce moment, il adopte un nom, Heisenberg. Ce n'est plus un professeur, c'est une identité. Dans beaucoup d'analyses YouTube, on dit que Walter devient Heisenberg progressivement, mais on peut défendre une idée beaucoup plus intéressante. Walter ne devient pas Heisenberg. Heisenberg était déjà là. Pendant longtemps, on peut croire que Walter White se transforme, que le cancer, la drogue, la violence ont changé l'homme qu'était. Mais si on regarde l'histoire attentivement, on remarque quelque chose d'étrange. Les traits qui définissent Heisenberg existaient déjà. Son orgueil, son besoin d'être reconnu, son incapacité à accepter l'échec. Quand Walter quitte Grey Matter des années plus tôt, ce n'est pas un acte de sagesse, c'est un acte d'orgueil. Il préfère abandonner une entreprise qui deviendra milliardaire plutôt que d'affronter une situation qui blesse son ego. Heisenberg n'est pas né dans le désert, il était déjà là. Il attendait simplement une excuse pour exister, et le cancer lui a donné cette excuse. En partie 10, sa relation avec Jesse. Plus le temps passe, plus la relation entre Walter et Jesse devient complexe. Walter voit Jesse comme un élève, un partenaire, parfois même un fils. Mais cette relation est profondément déséquilibrée, parce que Walter manipule Jesse. Il le pousse, il l'utilise. Et Jesse, malgré ses défauts, possède quelque chose que Walter perd peu à peu, une conscience. Et c'est ici que la véritable transformation commence, parce que Walter White ne se contente plus de survivre. Il commence à aimer ce qu'il est devenu. Et c'est à partir de ce moment que l'histoire change complètement. Parce que jusque-là, Walter White était un homme qui survivait. Mais maintenant, il commence à apprécier ce qu'il est devenu. Et quand un homme commence à aimer le pouvoir, il devient extrêmement difficile de l'arrêter. En partie 11, quand l'Empire commence. À ce stade de l'histoire, Walter White n'est plus simplement un homme qui cuisine de la méthamphétamine. Il est devenu quelque chose de plus dangereux, un stratège.
et surtout un homme qui commence à croire à sa propre légende. Les rumeurs circulent dans le monde de la drogue, une méthamphétamine bleue, d'une pureté presque parfaite. Un nom circule, à Heisenberg. Et c'est là qu'apparaît un homme qui observe tout cela avec beaucoup d'attention, Gus Fring. En partie 12, Gus Fring, le miroir parfait. Si Walter est l'explosion, Gus Fring est le contrôle. Propriétaire d'une chaîne de restaurants respectable, calme, poli, presque invisible. Mais derrière cette façade se cache l'un des hommes les plus puissants du trafic de drogue dans le sud-ouest des États-Unis. Contrairement aux dealers impulsifs comme Tuco Salamanca, Gus fonctionne comme un chef d'entreprise. Organisation, discipline, patience. Et lorsqu'il rencontre Walter pour la première fois, Gus voit immédiatement deux choses, un talent exceptionnel et un problème. Walter White est incapable d'obéir. Son intelligence est immense, mais son ego l'est encore plus. I don't think we're alike at all, Mr. White. You are not a cautious man at all. You have poor judgment. En partie 13, le laboratoire. Malgré ses doutes, Gus décide de donner une chance à Walter. Il lui offre quelque chose que Walter n'a jamais eu, un vrai laboratoire. Enterré sous une laverie industrielle, un espace digne d'un scientifique. Pour Walter, ce moment est presque euphorique. Toute sa vie, il a travaillé dans des environnements médiocres, des salles de classe mal équipées, des laboratoires scolaires, et soudain, il dispose d'un équipement professionnel. Dans cet espace, Walter peut enfin exprimer pleinement son génie. Et pendant un moment, tout fonctionne. Walter cuisine, Jesse l'assiste, l'empire de Gus prospère. Mais ce fragile équilibre ne peut pas durer. En partie 14, Jesse commence à voir la vérité. Au fil du temps, Jesse Pinkman commence à comprendre quelque chose. Walter n'est pas simplement un partenaire, c'est un manipulateur. À chaque fois que Jesse hésite, chaque fois qu'il veut quitter ce monde, Walter trouve les mots pour le retenir. Parfois en jouant sur sa loyauté, parfois sur sa culpabilité, parfois sur la peur. Et derrière ces manipulations se cache une vérité plus sombre. Walter ne veut pas perdre Jesse. Pas par affection, mais parce que Jesse fait partie de son empire. En partie 15, la paranoïa. À mesure que Walter gagne en pouvoir, quelque chose change en lui. La peur disparaît, mais elle est remplacée par autre chose, la paranoïa. Parce que dans ce monde, le pouvoir attire les ennemis, et Walter commence à soupçonner tout le monde. Ses partenaires, ses rivaux, même Gus. Et ces soupçons ne sont pas entièrement infondés, car Gus a déjà pris sa décision. Walter est devenu trop dangereux, trop instable. Et dans un empire criminel, les éléments instables doivent être éliminés. En partie 16, la guerre froide. Ce qui suit est l'une des confrontations les plus fascinantes de la série. Pas une guerre ouverte, mais une guerre psychologique entre deux hommes extrêmement intelligents, Walter et Gus. Chacun observe l'autre, chacun prépare son prochain mouvement. Et pendant ce temps, Jesse est pris au milieu, parce que Gus commence à voir en Jesse quelque chose que Walter refuse de reconnaître, une loyauté, une humanité, des qualités que Walter a perdues. En partie 17, la chute de Gus. Finalement, Walter comprend une chose essentielle. Face à un homme comme Gus Fring, il ne peut pas gagner avec la force. Il doit utiliser l'intelligence, la manipulation. Et une fois de plus, Walter prouve qu'il est capable d'une cruauté remarquable. Il manipule Jesse, il manipule les circonstances et il orchestre une explosion qui tue Gus. La scène est devenue légendaire. Gus sort calmement de la pièce après l'explosion, ajuste sa cravate, puis s'effondre. Avec la mort de Gus Fring, Walter franchit une nouvelle frontière. Il n'est plus qu'un simple fabricant de drogue. Il est désormais l'homme le plus dangereux de tout son propre empire. En partie 18, l'empire Heisenberg. Après la mort de Gus, Walter atteint enfin ce qu'il a toujours voulu, le contrôle. Avec l'aide de Mike et Jesse, il construit un nouveau réseau de production. Les profits explosent, les cargaisons circulent, et pendant un moment, Walter White semble invincible. C'est dans cette période qu'il prononce une phrase devenue célèbre. Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither. I'm in the empire business. Je suis dans le business des empires. Et c'est là qu'on comprend enfin la vérité. Walter ne voulait pas simplement gagner de l'argent, il voulait bâtir quelque chose, un héritage, une preuve qu'il était exceptionnel. Ce qui nous emmène sur le paradoxe de Walter White. Il y a un paradoxe fascinant dans l'histoire de Walter White. Plus il devient puissant, plus il perd ce qu'il voulait protéger. Au début, Walter dit qu'il fait tout ça pour sa famille, mais chaque décision qu'il prend éloigne un peu plus cette famille de lui-même. Skyler finit par le craindre, son fils finit par le haïr, et Jesse, la personne la plus loyale de son entourage, finit par vouloir sa mort. Walter voulait devenir quelqu'un d'important,
mais au moment où il réussit enfin, il n'y a plus personne pour le regarder. En partie 19, Hank se rapproche. Pendant que Walter construit son empire, Hank Schrader continue son enquête. Pendant longtemps, Hank cherche Heisenberg dans les mauvaises directions. Parce que l'idée que le criminel puisse être son propre beau-frère semble impossible. Mais un jour, par hasard, Hank découvre un livre, un détail, une dédicace. Et soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le choc est immense. Walter White, Heisenberg, la personne qu'il traquait depuis des années, était à sa table familiale. En partie 20, la chute. À partir de ce moment, tout s'effondre. Hank tente d'arrêter Walter, Walter tente de sauver sa peau, les alliances se brisent, les mensonges explosent, et au milieu de ce chaos, Jesse découvre la vérité sur Walter. Toutes ces manipulations, toutes ces trahisons, la relation entre eux se transforme alors en tragédie, parce que Jesse comprend enfin ce que Walter est devenu. Pas un mentor, pas un partenaire, mais un homme prêt à sacrifier n'importe qui pour protéger son empire. Et la question intéressante n'est peut-être pas pourquoi Walter White est devenu Heisenberg. La vraie question est peut-être pourquoi nous continuons à le soutenir pendant si longtemps. Parce que malgré tout ce qu'il fait, nous voulons qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que Walter représente une frustration universelle. La frustration de savoir qu'on est capable de plus, mais que la vie ne nous donne jamais vraiment l'occasion de le prouver. Walter White est dangereux, mais il est aussi profondément humain, et c'est ce mélange qui rend son histoire si captivante. Et en partie 21, la fin de Heisenberg. Lorsque tout est perdu, Walter disparaît, il fuit, se cache, vit isolé dans une cabane au milieu de nulle part, et pour la première fois depuis longtemps, il est seul avec ses pensées. Son empire est détruit, sa famille le déteste, son nom est devenu une légende criminelle, mais pas celle qu'il espérait, une légende tragique. En partie 22, la vérité. Dans l'un des derniers moments de la série, Walter parle à Skyler, et il dit enfin la vérité. Je l'ai fait pour moi. I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive. Parce que j'aimais ça, parce que j'étais bon. Cette phrase est la clé de tout le personnage. Walter White ne voulait pas sauver sa famille. Il voulait être reconnu, respecté, important. Pour conclure, pourquoi Walter White nous fascine autant ? À la fin de l'histoire, Walter White perd tout. Sa famille, son empire, ses alliés et finalement, sa propre vie. Mais il y a une question qui reste. Si Walter n'avait jamais eu ce cancer, serait-il resté ce professeur discret que tout le monde ignorait ? Ou bien Heisenberg aurait-il trouvé une autre façon de naître ? Parce que l'histoire de Walter White n'est pas seulement celle d'un criminel, c'est l'histoire d'un homme qui a découvert ce dont il était capable et qui a aimé ça, peut-être trop. Et c'est peut-être pour ça que ce personnage nous fascine autant. Parce qu'au fond, la plupart des gens ont peur de devenir un monstre. Mais Walter White nous rappelle quelque chose de plus troublant. Parfois, le monstre est simplement la version de nous-mêmes qui n'a plus peur. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. Si elle t'a plu, like, abonne-toi, ça me soutient énormément. Allez, ciao!